Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. Il est 11h01. C'est Antoine Mercier, directeur général de Protéines, qui s'adresse à vous. Bienvenue. Que je vais très vite donner la parole, mais à nos étudiants de l'AgroParisTech et collaborateurs de Protéines TC, juste pour dire qu'on est ravis d'avoir mené ce travail, cette étude avec AgroParisTech. Le sujet est d'intérêt, d'importance, très prospectif. Les perturbateurs endocriniens et emballages alimentaires, je pense que ça intéresse beaucoup d'opérateurs économiques, industriels agroalimentaires, de l'emballage et distributeurs. Et on est ravis de vous présenter le fruit de ces réflexions qui ont pour objet de vous guider dans vos choix, dans vos priorités en matière de gestion des constituants des emballages. Et donc, je remercie Laurine, Olivier d'AgroParisTech pour tout le travail qui a été mené, ainsi que les deux autres étudiants qui les ont accompagnés, et puis Frédéric et Mathilde, protéinistes TC, qui les ont guidés dans ce travail. Et donc, je leur donne dès à présent la parole pour vous partager le fruit de leur réflexion, consultation et travaux. Merci Antoine, bienvenue à tous. Euh, on va attaquer sans plus tarder. L'objet de notre projet, de notre travail commun avec les étudiants de la dominante Métatox d'AgroParisTech, c'était vraiment d'identifier dans un premier temps les substances dont on parle, qui sont les plus préoccupantes, qui ont des caractères perturbateurs endocriniens et qui appartiennent aux substances autorisées dans les emballages alimentaires. On y reviendra, hein, mais également d'essayer de les classifier. Alors, vous verrez, on n'a pas vocation à se substituer aux autorités de santé, hein, mais on a proposé une manière de les classifier peut-être à moindre frais, qui puisse quand même nous donner des résultats intéressants et exploitables. Avec vous aujourd'hui pour en parler, j'ai à côté de moi Mathilde Chary qui est ingénieure chez Protein XTC, ingénieure en fait, elle et moi, on a également fait AgroParisTech à l'époque, hein, ça date, pas tellement. Mais également, on a Laurine et Olivier, donc, qui étaient étudiants cette année en dernière année d'agro dominante métatox, où ça parle de toxicologie sanitaire, environnementale, de méthodes d'analyse, les opérateurs, le système, la réglementation. En fait, l'objet de ce projet d'étudiant, de ce projet d'ingénieur, c'est de pouvoir avoir un premier contact au-delà des stages, hein, avec le monde, avec les opérateurs économiques en particulier, mais ils peuvent également travailler avec les pouvoirs publics, mais de se lancer sur un projet qui a une date de fin, des objectifs, une valeur scientifique, et qui leur permettent également d'exposer eux-mêmes leurs avis, d'exposer les limites de ce travail. C'est un véritable travail prospectif d'ingénieur, comme on pourrait en fait en avoir dans les boîtes dans lesquelles ils participeront peut-être à l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce projet? Comme vous l'a dit Antoine, en effet, le sujet est trendy, hein, le sujet des perturbateurs endocriniens. Scientifiquement, c'est un épouvantail qui revient ponctuellement, au moins chaque année, et qui, si on l'applique à différents secteurs économiques, notamment celui de l'alimentation et notamment celui de l'emballage alimentaire, peut provoquer à la fois des attentes vis-à-vis des réglementations qui peuvent arriver, des peurs, impliquer un calcul de bénéfices-risques chez les opérateurs économiques comme chez les réglementateurs. Nous, dans l'intérêt de tout le monde, on a voulu aller chercher un petit peu plus de données afin de savoir est-ce qu'il y a des classes de molécules dont on va parler plus particulièrement. Est-ce que, au contraire, on est en train de se monter un foin sur pas grand-chose. Le but, c'était essayer de défricher, évidemment, gardant en tête qu'on n'a pas ni la force de travail ni la vocation à se substituer à un ECA, à un EFSA, à des corps, à des autorités sanitaires, hein. Petit rappel, hein, pour celles et ceux qui viennent de se réveiller, les perturbateurs endocriniens, l'OMS a donné une définition en 2012. De toute façon, ces définitions-là sont contestées parce qu'en fait, scientifiquement, on peut trouver, bon, peu importe. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance
ou un mélange de substances, qui va taper dans des récepteurs, qui va altérer en tout cas les fonctions du système endocrinien humain. Évidemment, ils sont en grande majorité évalués sur des modèles non humains, et qui, de ce fait, induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, ou de ses descendants, ou de sous-populations. Mais c'est vraiment ces deux choses qui sont, euh, qui sont communes au sein de la définition, hein. C'est à la fois le système endocrine et les effets nocifs sur la santé. Aujourd'hui, encore en France, il y a une forte préoccupation, qu'elle soit politique, médiatique, mais aussi scientifique, vis-à-vis des substances qui sont présentes dans les emballages. La DGCCRF, en 2022, en fait, ils ressortent un plan qui est annuel, voire bisannuel, disait qu'il y avait encore un produit sur 5 au sein des emballages alimentaires qui présentait une anomalie au sein des cartons, des plastiques, des céramiques. Soit des dépassements sur les niveaux de phtalate autorisés, soit encore des traces de bisphénol A qui est censé avoir été retiré de tous les emballages en contact alimentaire depuis quelques années maintenant, soit des allégations sans polyfluoroalkylé, sans PFOA, sans BPA, qui n'ont pas réellement été respectées. Génération Future, l'année dernière, a mis en place une campagne de communication autour des emballages jetables à usage unique et des PFAS qui pouvaient s'y retrouver, ou en tout cas s'y détecter, au sein notamment de la vaisselle jetable. Et on sait que ça a eu du poids sur certains restaurateurs, restauration collective ou restauration scolaire qui s'étaient tournés vers de la vaisselle jetable, pour des raisons environnementales également. Et le réseau environnement santé a publié un rapport cette année sur les phtalates dans les emballages alimentaires. Donc vous voyez que scientifiquement et au niveau des sociétés savantes, mais aussi des ONG ou des corps à valeur réglementaire, ce sujet des perturbateurs endocriniens au sein des emballages alimentaires est toujours un sujet d'actualité, hein. En particulier, côté perturbations endocriniennes, on attend et on a vu publier récemment plusieurs rapports et plusieurs papiers, notamment dans les contenants en plastique et les substances perturbatrices endocriniennes. L'Assemblée nationale, on a la présence de ce terme-là et de cette inquiétude-là au sein de la loi AGEC également, avec des arrêtés, modalités d'application et liste des substances perturbatrices endocriniennes qu'on peut retrouver dans les produits. Et également sur la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, euh, qui est, qui est également sortie récemment et qui, en fait, trace des voies de mitigation du risque, notamment sur ces perturbateurs. Sur le plan scientifique, je vous ai fait un petit extract d'une recherche simple sur PubMed qui mêle à la fois perturbations endocriniennes et matériaux de contact alimentaire. On voit que c'est un sujet qui continue à monter chaque année, même si en 2023, il y a eu un pic d'activité qui était à peine moins élevé qu'en 2022. Aujourd'hui, on est à peine à la moitié de l'année 2024. On sent que ça va encore dépasser ce stade. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une augmentation également de la publication scientifique spécifique à ce sujet-là des perturbateurs, en tout cas des substances perturbatrices endocriniennes dans les matériaux de contact. Et vous avez des papiers à valeur médicale, typiquement le quotidien du médecin, qui sont là pour informer notamment les pros de santé, qui utilisent la perturbation endocrinienne comme un marronnier, notamment pour un tas d'outcomes de santé, tels que, par exemple, là récemment, un article sur le risque de syndrome métabolique. Donc, ce projet était un projet donc, d'inventaire. Donc, le but était de lister toutes les substances qui pourraient être d'intérêt pour nous, et aussi de classification, essayer de les ranker entre elles. Donc, vous allez voir, on va vous présenter la méthodologie sur comment est-ce qu'on est allé chercher de manière le plus exhaustive possible avec les outils qu'on a à disposition, hein, qui sont des bases de données en grande majorité publiques, quelles substances pourraient se retrouver dans les emballages alimentaires et auraient justement une inquiétude, qu'elle soit exprimée de telle ou telle manière, on va vous le montrer, au niveau de sa capacité à être une perturbatrice endocrinienne. Ce projet a été réalisé au premier trimestre, donc au printemps en fait, de cette année, hein, et c'était pour ces 4 étudiants, leur projet d'ingénieur au sein de la dominante Métatox AgroParisTech. Donc vous avez le titre en bas de la slide.
Je vous laisse, Olivier, Laurine, la main. Je pense que vous pouvez prendre la main directement via Teams. Oui, merci Frédéric. Donc pour ce qui est de la méthodologie, ce qu'on a commencé par faire, c'est qu'on a, parmi les 17 types de matériaux qui sont cités dans le règlement CE 1935-2004, on a essayé de repérer les matériaux qui pouvaient être pertinents pour notre projet. Et donc pour ça, on s'est basé un peu sur 2 critères de sélection. Donc non seulement des matériaux qui sont plus produits en termes de tonnage sur le marché français selon l'ADEME, mais aussi donc, en discussion avec Protéines TC, on a essayé de repérer les matériaux pertinents pour eux. Donc on est arrivé à sélectionner les matériaux inorganiques comme les métaux et le verre, mais aussi des matériaux organiques à base de matières synthétiques comme le plastique, les caoutchoucs, les silicones, vernis et encre d'impression, les matériaux organiques à base de fibres végétales comme le papier et le carton, et certains autres matériaux comme le bois et le liège, les résines et les colles. Pour réaliser notre projet, on s'est basé un peu sur 2 approches, et une des approches était d'interroger des acteurs intervenant sur le sujet, donc sur le sujet des emballages alimentaires et ou des perturbateurs endocriniens. Parmi les acteurs contactés, on a eu par exemple des acteurs scientifiques comme le Food Packaging Forum dont on va parler plus tard, mais aussi la Société française de toxicologie, le Laboratoire national de méthodologie et d'essai qui se concentre surtout sur les méthodes d'analyse, l'ANSES et l'EFSA, mais aussi l'ECA. On a aussi interrogé donc un acteur réglementaire au niveau du ministère de la Transition écologique et solidaire, certains acteurs au niveau industriel comme Plastics Europe et une entreprise produisant des emballages, mais aussi une association de consommateurs UFC Que Choisir. Pour compléter cette approche d'entretien avec des professionnels du secteur, on a aussi en parallèle réalisé un travail bibliographique qui nous avait permis de trouver une base de données donc réalisée par le Food Forum Packaging, qui est donc c'est une organisation indépendante qui est basée en Suisse. Et donc cette base de données était assez complète et contient des substances qu'on peut retrouver dans les matériaux au contact des aliments. Pour compléter cette base de données, donc, les entretiens qu'on a menés nous ont permis d'identifier certaines familles chimiques préoccupantes et donc on a pu trouver des listes associées listant les substances chimiques préoccupantes parmi ces familles. Ça nous a permis de construire notre propre base de données. Puis suite à ça, on a créé une méthode de scoring qui nous a permis de classer les substances les plus préoccupantes. Et donc, comme je le disais, donc notre point de départ, c'était la base de données Food Contact Chemicals du Food Packaging Forum. Cette base de données, donc, elle recense vraiment une grosse partie des substances qu'on peut retrouver dans les matériaux au contact des aliments. Et on y retrouve quelques informations réglementaires provenant de certains pays, notamment européens, mais aussi d'Amérique et de certaines institutions indépendantes, comme le TEDx, la STEAMList, et aussi l'UNEP, qui est plutôt international. On avait donc 12 285 substances, auxquelles on a ajouté nos listes, nos substances préoccupantes parmi les familles qu'on avait identifiées, qui sont le bisphénol, les phtalates et les PFAS. Et donc en croisant les informations de ces 2 types d'approches, on est arrivé à notre base de données finale de 12 564 substances. Alors, cette base de données dont on parle depuis tout à l'heure, je vais vous indiquer maintenant ce qu'elle contient concrètement. Donc, pour chacune des plus de 12 000 substances qu'on a recensées, il y a de nombreuses informations qu'on a réunies dans plusieurs critères, plusieurs blocs d'informations, ici présentés avec les différentes couleurs. Donc, tout à gauche, en jaune, vous avez en quelque sorte pour chaque substance une carte d'identité avec un numéro CAS, le nom de la substance et sa classe chimique, donc par exemple PFAS, phtalate. Ensuite, en bleu, des informations sur le risque de perturbation endocrine, donc à savoir si la substance est un perturbateur endocrinien suspecté ou confirmé. Ensuite, ici en orange, des informations sur la priorité réglementaire, c'est-à-dire si certaines listes de la base de données indiquent que la substance devrait être réglementée dans les mois, voire années à venir. Ensuite, on s'est aussi intéressé à l'intérêt scientifique pour cette substance,
en regardant le nombre d'articles publiés en lien avec cette substance, donc ici en rose. Ensuite, on a aussi essayé d'évaluer l'impact environnemental de la substance à travers la persistance dans l'environnement de la substance, et évidemment en rouge, la présence de la substance dans les différents matériaux au contact des aliments. Donc, grâce à toutes ces données, nous avons établi une méthode de scoring pour donner des scores à chaque substance pour chaque critère. Puis, nous avons réalisé un classement des substances de la plus préoccupante à la moins préoccupante. Et pour cela, nous avons placé en tête de liste, donc comme substances les plus préoccupantes, les substances qui ont d'abord un risque de perturbateur endocrinien qui est confirmé, puis une priorité réglementaire forte, qui ont un intérêt scientifique élevé, puis qui ont un impact sur l'environnement avec une persistance élevée, et enfin qui sont présentes dans un maximum de matériaux au contact des aliments. Alors, comme toute étude scientifique, cette étude comporte quelques limites, et nous vous proposons certains points d'amélioration. Donc, le premier axe serait celui d'actualiser les listes, puisque les données que nous avons utilisées dans notre base de données sont issues de listes qui sont fréquemment mises à jour, et donc un point d'amélioration serait d'actualiser les listes, de mettre à jour notre base de données assez régulièrement. Deuxième point, comme l'a indiqué Laurine, nous avons nous-mêmes rajouté certaines listes à notre base de données qui n'étaient pas présentes dans celle initiale, notamment des listes liées au bisphénol, au phtalate et au PFAS. Et donc, par ces ajouts, il y a certaines informations qui sont manquantes, notamment sur les propriétés des molécules, le caractère prioritaire dans la réglementation et leurs usages. Donc, il serait important de continuer la collecte de données. Et enfin, dernier axe d'amélioration qu'on a identifié serait celui de prendre en compte d'autres indicateurs qui pourraient être très pertinents pour cette étude. Donc, premièrement, pour compléter l'impact environnemental de la substance, au-delà de la persistance, on pourrait également s'intéresser au caractère bioaccumulatif et mobile de la substance. On pourrait également regarder l'exposition humaine à ces substances, puisque le risque, ce n'est pas seulement le danger, c'est également le danger multiplié par l'exposition. Et donc, pour cela, dans le courant de l'année, des résultats devraient être publiés par l'ANSES au travers de leur étude alimentaire totale qui va donner des informations sur l'exposition des populations. Et enfin, un dernier point qui pourrait être abordé, c'est celui de la substituabilité, puisque de nombreuses substances de la base de données ont des alternatives qui sont déjà utilisées, qui sont déjà sur le marché et donc pourraient être plus facilement substituables. Merci à tous les deux. On va passer du coup à la partie sur quels résultats on a pu obtenir grâce au travail des 4 étudiants de l'agro et du coup, quelles sont les substances qui sont présentes dans les matériaux au contact des denrées alimentaires et qui sont considérées comme les plus préoccupantes. Donc comme Laurine et Olivier l'ont précisé, il y avait 12 564 substances qui ont été incluses dans la base de données sur des suspicions concernant leur caractère de perturbation endocrinienne et sur ces 12 000 substances, 433 ont été considérées comme les plus préoccupantes à la fois pour leurs propriétés de perturbation endocrinienne et pour la pression réglementaire qui pourrait faire qu'elles seraient ou restreintes ou leurs usages carrément interdits dans les années à venir. Parmi ces 433 substances donc, qui sont considérées comme les plus préoccupantes, 379 sont considérées comme confirmées pour leur caractère de perturbation endocrinienne, puisque plusieurs listes les considéraient comme perturbateurs endocriniens confirmés. Et parmi ceux-là, on a une majorité 229 qui ont une pression réglementaire forte, donc pour lesquelles on s'attend à des réglementations ou au niveau européen ou au niveau français dans les mois, années à venir. Et 150 avaient une pression réglementaire moyenne. On avait également 54 substances qui présentent un risque de perturbation endocrinienne qui est suspecté, donc avec un niveau de preuve qui est moins important, 40 avec une priorité réglementaire qui est forte et 14 avec une priorité réglementaire moyenne. Également, comme l'ont précisé les étudiants, suite à leurs entretiens, 3 familles sont particulièrement revenues au niveau de leurs entretiens, notamment avec l'EFSA, avec l'ANSES ou avec l'ECA, pour leur caractère de perturbation endocrinienne et leur présence dans les emballages alimentaires. Donc les PFAS, on retrouve à la fin 7 substances parmi les 433 substances les plus préoccupantes. Également les bisphénols avec 18 substances et les phtalates avec 15 substances. Donc comme l'a rappelé Olivier, une des limites, c'est que des substances qui appartiennent à la famille des PFAS, des bisphénols ou des phtalates
ont été ajoutées, mais qu'on n'avait pas nécessairement toutes les données pour pouvoir les classer ensuite via la méthode de scoring. C'est pour ça qu'elles n'apparaissent pas forcément à la fin parmi les 433 substances les plus préoccupantes. Pour autant, ces familles représentent ces 3 familles représentent 1/10 des substances qui ont été classées à la fin. Donc vous avez ici un extrait de la liste de ces 433 substances les plus préoccupantes et on retrouve effectivement des phtalates, le bisphénol A, un substitut du bisphénol A, le bisphénol S et d'autres phtalates qui sont au tout début de la liste, donc plutôt prioritaires. Si on s'intéresse ensuite à la présence de ces 433 substances préoccupantes parmi les emballages, ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont très majoritairement présentes dans les encres. À 68%, on a une probabilité de les retrouver dans les encres puisqu'elles sont autorisées et utilisées. Après, c'est moins préoccupant puisque les encres, en général, sont mises à l'extérieur de l'emballage et ne sont pas directement au contact des denrées alimentaires, donc le risque de migration est quand même moindre. À l'inverse, les plastiques, on estime que 66% de ces substances préoccupantes sont présentes dans les plastiques et on le sait, c'est une substance qui est prépondérante pour les emballages alimentaires. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et vérifier si on a éventuellement des alternatives, pour ces substances qui sont utilisées dans les plastiques pour en fait leur conférer, des propriétés pour l'emballage, pour leur forme ou pour leur résistance. On a également les vernis, mais les vernis, on est sur la même problématique que les encres. À peu près 1 substance sur 2 se retrouve dans les vernis, mais c'est plutôt quelque chose qui est mis à l'extérieur de l'emballage. Également un autre matériau au contact des aliments qui est très utilisé, ce sont les papiers et les cartons. On retrouve 1 substance sur 2 dans les papiers et les cartons et en fait, notamment, c'est ce que soulevait la DGCCRF, ça présente des risques pour tous les matériaux qui vont être recyclés puisqu'on peut avoir une accumulation de ces substances, suite au recyclage de ces matériaux. Il va revenir. On retrouve ensuite donc des NCDA qui sont moins utilisés ou alors qui ne constituent pas l'intégralité de l'emballage, notamment les colles, les caoutchoucs, les silicones et les résines. On est entre 20 et 30% des substances préoccupantes qui peuvent être présents dans ces matériaux. Et enfin, 3 matériaux qui sont utilisés, qui sont plutôt spécifiques de certains aliments. On va retrouver le bois et le liège, le verre et les métaux et alliages où on est à moins de 10% des substances qui peuvent se retrouver dans ces MCDA. Donc les 2 plus préoccupantes de notre point de vue, c'est vraiment les plastiques avec 66% de substances préoccupantes et les papiers et cartons avec 46% de substances préoccupantes qui les contiennent. Donc c'est vraiment ces 2 matériaux au contact des aliments qu'il faut avoir en tête pour ces plans de contrôle et éventuellement si on doit les substituer ou voir avec ses fournisseurs pour supprimer certaines substances. Et vous avez ici la même chose, le même ordre. Vous avez juste le nombre précis de substances à chaque fois qui est potentiellement présent dans ces MCDA. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a vu tous ces résultats pour ce travail qui est, comme le rappelait Antoine, prospectif? L'idée, c'était vraiment de prendre un peu d'avance, prendre un peu de hauteur, voir déjà ce qui est présent parce qu'on n'a pas forcément toujours les compositions précises de ces emballages en tête. C'est des données qui sont côté fournisseur. Et qu'est-ce que nous, on peut en faire dans cette approche prospective? Déjà, ce qu'on a vu, c'est que sur plus de 12 000 substances, on en a 433 qui sont considérées comme prioritaires et préoccupantes par leur caractère PE et par leur réglementation probable dans les années à venir, et qu'on a 3 familles de substances qui se distinguent, notamment les bisphénols, les phtalates et les PFAS. Donc ça, ce sont des familles dont on a pas mal entendu parler et dont probablement on va encore entendre parler pour les années à venir. Également, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus, on a certains matériaux d'emballage alimentaire qui sont plus à risque de contenir des substances PE et éventuellement d'avoir des migrations vers les aliments. Ce sont les familles des plastiques et des papiers et des cartons. Donc si on fait un travail pour éliminer certaines substances ou leur trouver des alternatives, c'est prioritairement vers ces emballages qu'il faut aller. Et enfin, grâce aux entretiens des étudiants, on sait que c'est un sujet de travail des agences sanitaires pour les années à venir, notamment. Est-ce qu'il y a certaines substances qu'il va falloir réglementer, qu'il va falloir restreindre, voire supprimer? Et c'est la notion, est-ce que cet additif est utilisé, par exemple, dans les plastiques pour un usage essentiel ou est-ce qu'il existe des alternatives auxquelles on peut le substituer?
Là, il est en train de dire oui. Et quel impact on peut avoir à terme? D'une part, on sait que le règlement REACH a été modifié assez récemment par l'ECA et que désormais il y a une nouvelle catégorie de perturbateurs endocriniens qui a été ajoutée. Donc pour toutes les substances qui vont être nouvellement mises sur les nouvelles substances chimiques qui vont être mises sur le marché, il faudra également apporter des études sur le caractère perturbateur endocrinien ou non des substances. Et pour toutes celles qui vont être réévaluées à un moment, puisque aucune substance n'est autorisée à vie dans l'Union européenne, il faudra également fournir des études pour leur caractère perturbateur endocrinien et peut-être que des substances qui sont aujourd'hui autorisées dans les NCDA, à l'avenir ne le seront plus. C'était également une des missions de l'ANSES dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, d'établir une liste de travail de substances prioritaires pour évaluer leur caractère PE, et éventuellement ensuite de les ajouter à la loi AGEC qui prévoit un affichage obligatoire de certaines substances perturbateurs ont des propriétés de perturbation endocrinienne. Donc on peut avoir davantage de molécules qui seront ajoutées à cette liste à terme. Également, donc c'est ce qu'on disait, c'est un sujet de travail pour les agences sanitaires en France et en Europe. On a des évaluations qui sont en cours pour plusieurs familles. L'EFSA a publié assez récemment un avis sur le bisphénol A et l'exposition des Européens en abaissant la dose journalière admissible d'un facteur 10 000 par rapport à ce qui était déjà le cas. En conséquence, la Commission européenne a fourni un projet de législation aux États membres visant à interdire le bisphénol A dans tous les emballages alimentaires et à travailler sur les substituts pour éviter les substitutions dommageables avec notamment le bisphénol S ou le bisphénol F. On sait également que l'ECA travaille sur un projet de restriction qui a été fourni par 5 États membres, dont l'Allemagne, sur une interdiction totale des PFAS, pas que dans les emballages alimentaires, mais dans beaucoup d'autres usages de la vie courante. Le Parlement européen a voté un texte sur les emballages récemment en demandant l'interdiction des substances PFAS dans les emballages alimentaires. Et l'Assemblée nationale et au Sénat a été votée récemment une proposition de loi visant à interdire les PFAS, notamment dans les textiles ou dans les cosmétiques. Donc on va continuer à entendre parler de ces substances dans les années à venir et nous on pense que prendre un peu d'avance, connaître ces substances, savoir dans quoi elles sont présentes et notamment pour vous, pour les emballages alimentaires, peut permettre d'anticiper éventuellement ce qui va se passer dans les années à venir. Donc si vous êtes intéressé, on peut vous fournir la liste des 433 substances qui ont été considérées comme les plus préoccupantes et on peut également réaliser des tris, notamment vous sortir exclusivement les PFAS, les bisphénols et les phtalates qui sont présents et on peut également les trier en fonction des matériaux d'emballage qui vous intéressent, selon le niveau de risque PE ou vis-à-vis du niveau de priorisation réglementaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez discuter de ce sujet-là. Et donc, on en a terminé de notre présentation. On vous remercie à tous de vous être connectés ce matin et de nous avoir écoutés. Et on est disponible si vous avez des questions. Je me lance, je pose une question, même si j'ai un tout petit peu la réponse, mais est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi analytiques? C'est-à-dire qu'aller chercher des molécules dont on sait qu'elles peuvent être en quantité infinitésimale et que toutes les méthodes d'analyse ne sont pas cofraquées, standardisées, etc. Je pense que là aussi, il y a un enjeu en lien avec cette question. Bien sûr, c'est notamment le cas pour les PFAS. La Commission européenne a voté en 2022 une nouvelle directive sur l'eau potable où on doit rechercher certaines substances et notamment des PFAS, donc qui ne sera applicable en France qu'au 1er janvier 2025. Mais on a certaines agences régionales de santé, notamment en Occitanie et dans le Grand Est, qui ont commencé à faire des tests dans les eaux de surface et dans les eaux profondes comme les nappes phréatiques, mais ce n'est pas encore mis en place dans toutes les régions. Et effectivement, comme tu le dis, Antoine, on n'a pas forcément de méthode analytique avec une très grande précision ou qui sont accréditées COFRAC. Donc, pour l'instant, on commence seulement à chercher ces substances, mais on pense que plus on va les chercher, plus on aura de méthodes analytiques, plus on va en trouver. Et comme tu le disais, des fois à des quantités qui sont minimes, mais parce qu'on a des méthodes d'analyse précises, on va quand même en détecter. Il y a d'autres questions qui peuvent être posées dans la conversation également. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser une question.
Alors, on a une première question sur les encres qui étaient effectivement en numéro 1. Alors, les frigos sont remplis de substances. Après, le premier risque qu'on identifie pour les matériaux au contact des aliments, c'est vraiment une migration des matériaux qui sont présents dans l'emballage vers les denrées alimentaires. Et c'est ce qu'on expliquait. En fait, les encres, par exemple, si les encres, c'est ce qui va être sur l'étiquette de votre bouteille en verre. Donc, vous pouvez avoir des substances préoccupantes qui sont dans votre encre. Donc, on peut dire effectivement, il peut y avoir un transfert si vous mettez la main sur votre étiquette, mais en tout cas, ça n'ira pas vers votre boisson ou vers votre eau qui est contenue dans le contenant en verre, puisqu'il fait barrière entre l'étiquette et la denrée. Donc, c'est pour ça qu'on disait que pour nous, c'était vraiment ce qui était le plus préoccupant, c'était plutôt les plastiques et les papiers cartons, puisque c'est eux qui sont directement au contact de la denrée pour l'emballer et pour la protéger, et que là, on pourrait avoir une migration, notamment, par exemple, si on a une barquette en plastique et qu'on la fait réchauffer au micro-ondes et que du coup, on modifie les conditions de chaleur, de température autour de cet emballage. Donc oui, nos frigos sont potentiellement remplis de ces substances via les encres, mais pour nous, on estime que ce ne sont pas elles qui sont vraiment les plus préoccupantes, puisqu'elles ne sont pas au contact direct de la denrée. Je réponds juste à votre question, Virginie, votre double question. Si jamais on pose un fruit sur un emballage, alors comme vient de le dire Mathilde, en grande majorité, bon, les encres également pour être mises sur le marché au sein d'un emballage, hein, elles doivent passer des tests de migration. Ces tests de migration prennent en compte, dans la plupart des cas, des conditions les pires possibles. C'est-à-dire qu'on le met dans un, disons qu'on bosse sur une encre. On l'injecte directement dans le plastique dans lequel elle sera le plus présente. Et on met ce plastique dans un bain, température ambiante ou un petit peu plus chaude, qu'on fait tourner pour stimuler, par exemple, le fait de le mettre en bouche, la mastication pendant plusieurs heures. Et après, on regarde combien de Les taux de migration, fractions. quoi. Voilà, combien de fractions. On appelle ça, oui, c'est les taux de migration qui sont calculés en fait dans des worst case scénarios. Notamment, c'était le cas à l'époque pour le bisphénol A qui devait être interdit dans les jouets pour enfants et dans les matériaux à contact alimentaire, notamment au tout début pour à destination des bébés et des nourrissons, où on simulait le fait de mettre en bouche un emballage plastique, enfin que le nourrisson mette en bouche, et du coup, c'était des bains à température de 37 degrés avec un agitateur, donc c'était vraiment le pire possible. Si on s'imagine, on pose à température ambiante un fruit qui déjà a une enveloppe, mais disons qu'on le mange entier, sur un emballage qui contient une encre qui pourrait contenir des substances probablement problématiques, le taux de migration, de toute façon, sera largement inférieur à ce qui a été calculé comme acceptable pour le mettre sur le marché, puisqu'on n'est pas sur de la friction. Alors, il faut vraiment prendre une pomme, la lécher l'emballage, les frictionner, continuer à lécher le truc pendant 20 minutes, et après, là, ouais. Donc ça, c'est a priori, on est très loin des migrations qui pourraient devenir problématiques. Et encore, il faudrait que ça soit un comportement clairement anormal qu'on ferait tous les jours, quoi. A priori, le souci n'est pas là, mais vous allez toujours avoir des détracteurs qui disent oui, mais puisqu'on parle de perturbateurs endocriniens et que certains montrent une dose réponse en toxicologie qui n'est pas monotone, on pourrait avoir des effets à très 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 faible dose. Mais là, on rentre en fait dans des considérations purement toxicologiques qui dépassent largement finalement le cadre de ce travail, quoi. Mais auquel on sera exposé possiblement dans les prochaines années. C'est possible. Pour la question, je vais répondre d'abord très rapidement à la question sur les plastiques. Effectivement, ça inclut les PET et notamment les RPET qui sont recyclés, recyclables. Et sur la question, donc double question sur les technologies de décontamination en fin de vie et les innovations de solutions. Effectivement, on a beaucoup parlé de tout ce qui va être les emballages recyclés et recyclables, et je laisserai les étudiants préciser puisque je crois qu'ils ont eu des informations à ce sujet sur le plastique. Il y a 2 méthodes principales, notamment pour les plastiques de recyclage. C'est soit du fractionnement physique où on va le broyer pour ensuite le refondre et en refaire des emballages. Et donc là, si on a déjà des substances préoccupantes qui sont présentes une première fois dans le plastique, on va avoir tendance à les accumuler au niveau de l'étape de recyclage. Et on a de nouvelles techniques qui permettent de refractionner le plastique qui sont plutôt chimiques. Et donc, si on va vers ces procédés, on aurait davantage de possibilités de retirer éventuellement les molécules qui sont problématiques. Laurine, Olivier, je vous laisse préciser si vous avez davantage de détails à ce sujet. Oui, sur les innovations, il y a également le fait de retirer certaines substances en prenant en compte le principe d'essential use, d'usage essentiel.
Pour donner un exemple très concret, une compote à la fraise, par exemple, va être contenue dans un plastique qui va être coloré en rouge pour bien indiquer au consommateur que c'est la fraise. Eh bien, ce colorant peut-être va avoir des effets perturbateurs endocriniens. On peut peut-être s'en passer de ce colorant rouge puisqu'il n'est pas essentiel à l'usage du produit qui est finalement de manger la compote. Donc il y a aussi le concept d'usage étant essentiel qui doit être pris en compte aussi pour se passer de substances qui sont toxiques. Et qui sera pris en compte notamment au niveau de l'ECA pour dire d'accord, on n'a pas d'alternative pour cette substance, comme le disait Olivier, c'est un colorant pour les emballages alimentaires. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel ou pas, versus si c'est quelque chose qui permet un additif dans les plastiques qui permet de donner la forme à l'emballage de compote et notamment qu'elle soit sécable, si c'est des petites compotes individuelles, là, il va falloir travailler un peu plus sur une alternative puisque c'est un usage qu'on peut considérer davantage comme essentiel. Mais donc, il y a vraiment cette notion il va falloir aller probablement vers des décontaminations également chimiques des emballages, ce qui va pouvoir poser des problèmes pour le plastique et le carton. Oui, avec des résidus de solvants qu'on peut retrouver éventuellement dans les matériaux recyclés, etc. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions à date. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que je crois que le cirque récemment a listé toutes les analyses prioritaires qui vont être conduites. Il y a beaucoup de molécules qu'on a évoquées ici qui font partie de ces. Donc, au-delà de la perturbation endocrinienne, le lien aussi avec le cancer peut concerner certaines de ces substances. Oui, effectivement, le CIRC a publié ses substances et risques prioritaires pour le cancer pour les années 2025-2029, avec donc toutes les monographies qu'il prévoit de réaliser d'ici là. Et effectivement, il y a pas mal de substances qui sont présentes dans les emballages. D'ailleurs, pas que dans les emballages alimentaires, même dans les emballages de droguerie, produits hygiène, de shampoing, etc. Merci à Franck pour cette contribution. Nous avons encore 2 ou 3 minutes. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez une autre question qui vous vient en vous repenchant sur le webinaire, en réfléchissant à ce qui a été dit, on sera ravis d'y répondre. Par ailleurs, hein, ce n'est pas mon rôle de faire cette pub-là, mais si vous avez un projet qui pourrait être réalisé par plusieurs étudiants, n'hésitez pas à vous rapprocher d'AgroParisTech. Il n'y a pas que la dominante Métatox qui travaille vraiment sur des considérations toxicologiques, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Il y a d'autres dominantes également à AgroParisTech, Notamment sur de la nutrition, sur des sujets très agricoles. ou des sujets de conception, de développement de produits agroalimentaires. Le concept de projet d'ingénieur vous permettra à moins de frais d'avoir 4 têtes pensantes encore fraîches et non conformées pour vous aider dans vos projets à valeur industrielle, mais ça peut être à valeur pré-réglementaire, ça peut être... Eux sont ravis de bosser et de s'ouvrir à ce monde-là, et vous pouvez également... typiquement, un bon intérêt d'être passé par ce système-là pour défricher un peu ce travail-là, c'est que les pouvoirs réglementaires, les autorités de santé, le ministère, ouvrent les portes aux étudiants pour discuter. Ce qui est peut-être pas forcément le cas si on a un opérateur économique qui a des billes en fait dans le jeu, quoi. Donc ça permet aussi d'avoir accès à des informations peut-être plus facilement ou de montrer patte blanche plus facilement lorsqu'on travaille sur des sujets à valeur politique. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va tenir nos engagements, hein, ce qui est toujours appréciable. C'était un point important pour nous et n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et pour le replay, effectivement, je crois qu'il est prévu qu'on envoie un replay par mail du webinaire. Et il sera possiblement sur le site de Protéines ou ailleurs, disponible au visionnage. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et merci bien sûr à vous tous et toutes qui vous êtes connectés. À bientôt pour un prochain webinaire.